Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 20 décembre. Le budget primitif de l'État pour 2025 a été voté hier soir. Vous entendrez à ce sujet une réaction du ministre d'État et du président du Conseil national en début d'édition. Didier Guillaume qui s'est rendu ce matin dans les bureaux du Haut-Commissariat à la protection des droits et des libertés et à la médiation de Monaco, une institution visitée pour la première fois depuis sa prise de fonction et chapeautée par Marina Cessac qui sera avec nous en duplex. Notre deuxième invité sera Jacques Pastor. L'adjoint au maire nous dévoilera les nouveautés du village des sports qui a ouvert aujourd'hui sur le port Hercule en complément du village de Noël. Une bonne idée de sortie en famille pour le week-end. Enfin, nous clôturerons ce journal au son du Camel Power Club. Le groupe d'électro-pop s'est produit sur la scène du Grimaldi Forum hier soir dans le cadre des Thursday Live. L'examen du budget primitif de l'État pour 2025 s'est achevé hier soir et les élus ont accordé leur confiance au gouvernement en adoptant ce budget à la majorité. Je vous propose d'écouter le ministre d'État Didier Guillaume et le président du Conseil national Thomas Brezzo. Chrisinda Petit-Homel leur a tendu le micro à la sortie de la séance. Première séance budgétaire complète sur laquelle on arrive avec un vote qui est quand même assez favorable, puisqu'avec 16 voix pour, 3 abstentions, 3 voix contre et 2 absents, mais donc on peut dire que c'est plutôt un vote favorable. On a obtenu quand même la concrétisation de l'opération domaniale intermédiaire entre 76 et 90 logements, plus l'opération La Luciole qui devrait peut-être arriver en début d'année avec entre une vingtaine et une trentaine de logements supplémentaires. Donc c'est quand même même au-delà même de nos attentes sur cette opération domaniale d'importance pour résorber la pénurie du logement. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels nous savions que nous n'allons pas avoir d'annonce concrète, mais puisqu'elles ont été annoncées pour le printemps. C'est une satisfaction que les échanges entre le Conseil national et le gouvernement princier aient pu être productifs. Il y a beaucoup de questions, il y a encore des questions évidemment auxquelles nous devrons répondre, mais le fait que nous ayons réussi à cheminer sur certaines directions fait que c'est très bon, je pense, pour la principauté de Monaco. Le ministre d'État Didier Guillaume, que nous venons d'entendre, était accueilli ce matin dans les bureaux du Haut-Commissariat de Monaco. Pour comprendre les enjeux de cette rencontre et rappeler les missions de cette institution, le Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation est notre première invitée. Bonsoir Marina Cessac. Bonsoir Sarah. Pouvez-vous nous expliquer d'abord la vocation du Haut-Commissariat? Votre but est de régler les conflits par la médiation et la proximité pour éviter aux particuliers les tribunaux? Oui, notamment, c'est une partie de nos attributions et de manière plus générale, donc nous avons 2 grands types de compétences. Nous pouvons intervenir auprès des autorités, notamment par la médiation, afin d'aider les administrés à défendre leurs droits devant l'administration. Et le deuxième grand champ de compétences, c'est de lutter contre les discriminations. Et pour cela, nous avons compétence non seulement auprès des autorités administratives, mais aussi dans le secteur privé. Et nous pouvons venir en aide aux personnes qui se sentent victimes de discrimination à raison de leur âge, de leur genre, de leur origine. Et comment cela fonctionne? Vous êtes saisi systématiquement par les parties ou vous pouvez aussi être saisi par les magistrats ou saisir vous-même? Alors, nous ne pouvons pas être saisis par des magistrats puisque nous n'intervenons pas dans les procédures judiciaires. Les particuliers qui souhaitent nous saisir doivent nous saisir par écrit ou par le biais de notre site internet. Et depuis la récente modification de nos statuts qui est intervenue le 1er octobre dernier, avec la parution d'une nouvelle ordonnance souveraine nous concernant, nous pouvons à présent nous autosaisir de questions à caractère général portant bien sûr sur la défense des droits fondamentaux et la lutte contre les discriminations. Et quel type de conflit traitez-vous le plus fréquemment? Écoutez, nous avons une très grande diversité de conflits. D'abord, nous sommes saisis par toutes sortes de publics, par des personnes de tout âge, de toutes conditions, résidents, non-résidents, monégasques, non-monégasques. Et les conflits que nous réglons alors sont
Pour ce qui concerne nos interventions auprès de l'administration en matière d'autorisation d'exercer des activités économiques, de délivrance de titres de séjour ou de certificats de résidence, d'accès aux droits sociaux. Et pour les discriminations, nous sommes saisis pour la discrimination à raison du genre, à raison de la santé, à raison de l'orientation sexuelle, à raison du handicap. Voilà, pour vous donner les grandes tendances. Et le mois de décembre est toujours propice à tirer un bilan de l'année. Oui. En termes de chiffres, combien de dossiers avez-vous traités en 2024 ? Écoutez, alors en 2023, nous en avions traité à peu près 84. Et en 2024, nous serons au-dessus de la centaine. Je n'ai pas le chiffre exact parce que nous recevons encore des saisines à ce jour, mais il y aura plus d'une centaine de saisines, donc nous avons connu un nombre croissant de saisines. Est-ce qu'ils aboutissent toujours à une entente ? Pas toujours, non. Alors parfois, cela aboutit parce que lorsque nous sommes saisis, d'abord nous devons vérifier que nous sommes compétents. Ensuite, que la saisine est fondée. Parfois, si nous ne sommes pas compétents, nous orientons la personne vers une autre institution ou vers d'autres solutions. Dans ce cas-là, on dit que nous avons fait un accès au droit. Et si la saisine est mal fondée, nous expliquons également aux requérants pourquoi elle est mal fondée. Donc toutes les saisines n'aboutissent pas à une instruction auprès des autorités ou auprès d'entités privées. Et vous avez donc reçu le ministre d'État ce matin. Quel était l'objectif de cette rencontre ? Alors l'objectif, c'était déjà de se rencontrer, puisque depuis sa prise de fonction, nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger très, très longuement. Donc c'était l'occasion de lui présenter, déjà de nous présenter officiellement, de lui présenter le Haut Commissariat et ses activités, de l'accueillir aussi dans nos locaux, ce qui lui donnait une meilleure idée de notre institution. Et puis nous avons eu un échange de vues à la fois sur certaines affaires en cours, mais aussi plus généralement sur les futures orientations de l'action du Haut Commissariat, notamment en ce qui concerne ces nouvelles attributions. Et nous avons trouvé des domaines comme les questions de lutte contre le handicap ou de promotion des droits auprès de la jeunesse, où le Haut Commissariat pourra avoir des actions de promotion des droits en lien avec le gouvernement et ses services, puisque étant une petite institution, nous privilégions une action qui s'inscrive en synergie avec les autres institutions, avec la société civile, avec les associations, pour être le plus efficace possible. Merci beaucoup Marina Cessac pour cet entretien. Merci à vous. Bonne nouvelle pour les voyageurs, 2 rames TER flambant neuves vont s'ajouter à la flotte existante au printemps 2027 d'une capacité de près de 500 places assises chacune. Elles permettront de renforcer le plan de transport en heure de pointe entre Grasse, Cannes et Vintimille. La signature avec SNCF Sud-Azur a eu lieu ce matin et le gouvernement princier financera le projet à hauteur de 40,4 millions d'euros. Pour rappel, Monaco est la 3e gare de la région en termes de trafic TER avec 8 millions de voyageurs en 2023 et sa fréquentation est en constante progression. Une tendance qui va dans le sens de la politique de mobilité de la principauté qui souhaite réduire l'utilisation de la voiture sur son territoire. Cette période de fête vient souligner la solitude des personnes isolées. Pour apporter un peu de chaleur dans le cœur de nos aînés, plusieurs scolaires de la Principauté ont participé au geste de Noël, organisé chaque année par la mairie. En plus des sourires des jeunes, des paniers repas et des cadeaux ont été distribués aux 25 bénéficiaires. Vanessa Dessy et Marie-Ève Béé. C'est une attention chaleureuse. Au-delà des présents, le geste de Noël permet aux seniors de vivre un instant de réconfort et de partage, témoignant ainsi de la force d'un élan collectif pour briser l'isolement des plus vulnérables. L'opération démontre la puissance d'une solidarité intergénérationnelle. Chaque année, donc juste avant Noël, des enfants, là il se trouve que ce sont 4 enfants du personnel de la mairie, plus exactement du service des seniors et de l'action sociale, qui vont aller chez 25 bénéficiaires
pour leur apporter en geste de Noël, parce qu'elles sont un peu isolées ou ne peuvent pas trop se déplacer, un joli plateau repas pour midi. Un petit panier où on trouve un plaid, des bonbons, beaucoup de choses sucrées, un mug, des confitures, un bon goûter. Et puis alors cette année en plus on a des jolis biscuits de Noël et une boîte de chocolat. Pour beaucoup, ces visites sont l'heure des rares contacts humains qu'ils reçoivent en cette période, marquant une parenthèse de convivialité dans leur quotidien. Les jeunes, souvent éloignés des réalités du grand âge, découvrent l'importance d'un sourire. Ces instants fugaces créent une connexion humaine authentique. Je viens apporter des cadeaux pour les personnes âgées. Et je les distribue. C'est Noël et comme eux, ils peuvent pas, eux ils sont seuls, on va leur offrir un cadeau pour qu'ils se rappellent de nous. Ce lien fragile mais fondamental contribue à entretenir un tissu social plus uni en rapprochant des générations que la vie moderne tend parfois à éloigner. L'adjoint au maire Jacques Pastor, que vous avez aperçu dans ce reportage, est avec nous ce soir pour évoquer le village des sports. Les animations sont de retour depuis ce vendredi sur le port Hercule, sur la Darse Sud précisément. Suite au succès rencontré l'année dernière à sa création, la mairie a décidé de réitérer l'opération pour le plus grand bonheur des petits et des grands aventuriers. Bonsoir Jacques Pastor. Bonsoir Sarah. Créer une seconde édition était une évidence après l'engouement constaté l'année dernière? Ah, complètement. D'abord, bienvenue à tous sur ce magnifique village des sports. Deuxième édition en effet. Le succès de l'an dernier, c'était en gros, pour donner quelques chiffres, 25 000 visiteurs, dont 10 000 pratiquants. Donc ça a été évidemment un gros succès. Et on a bien entendu avec le conseil communal, le maire et le conseil communal souhaitaient renouveler l'opération, en y apportant quelques petites améliorations, quelques petites nouveautés. Et bien sûr, je pense qu'on va en parler. Voilà, tout à fait. En termes d'animation, qu'est-ce qu'on retrouve cette année? Une partie s'inspire toujours du célèbre jeu Ninja Warrior? Ah, mais complètement. Et puis le partenaire qui nous aide est un ancien champion de Ninja. Donc évidemment, c'est basé là-dessus, avec quelques petites nouveautés, mais évidemment l'esprit initial de Ninja est resté le même. C'est-à-dire qu'on a plusieurs parcours. Alors la nouveauté, c'est que cette année, on les a doublés, que ce soit le parcours pour les tout petits, 3-6 ans, pour les ados, 6-12 ou pour les adultes. Chaque parcours a été doublé, mais pas doublé de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il y a 2 parcours pour chaque catégorie d'âge, qui sont légèrement différents, mais qui sont de même difficulté. Ensuite, on a également rehaussé un petit peu la tyrolienne, parce que ça reste quand même l'activité phare de ce village des sports, pour la rendre pas plus sécurisée parce qu'elle l'était déjà, mais plus sécurisante au niveau du départ. On est dès le départ harnaché bien sûr et en tension, donc c'est beaucoup plus facile de se lancer. Et on a également déplacé certaines petites choses comme le mur d'escalade. Et on a rajouté un acrobranche pour les tout petits, 3-6 ans. Donc ça, c'est un petit peu les nouveautés, avec, pour le confort de tous, les pratiquants, les parents, les accompagnants, une buvette avec un endroit de convivialité qui est tenu, et c'est tout à fait dans l'esprit, par les scouts de Monaco. Donc ce qui permet en plus de se détendre, d'être là et d'attendre les enfants qui pratiquent de manière un peu plus confortable. Donc voilà au niveau des nouveautés, mais évidemment que la difficulté, je dirais, reste la même, et le buzzer qui est tout en haut du parcours des héros est toujours aussi difficile à atteindre. Mais bien sûr, venez tous essayer, vous allez voir, vous allez peut-être y arriver. Et qui peut accéder à ce village? C'est ouvert à tous et vous l'avez dit, on peut y accéder dès l'âge de 3 ans, c'est ça? Voilà, à partir de 3 ans, avec des parcours adaptés, bien entendu. Je pense que vous les verrez à l'image tout à l'heure. Mais c'est vraiment très progressif et chacun peut s'exercer. Et évidemment, ce n'est pas des âges qui sont réglementaires, je dirais. C'est une proposition. Si quelqu'un qui a 6 ans et plus veut s'exercer sur le parcours des plus petits, où ça ne gêne pas, où il n'y a pas de danger. Et c'est bien entendu de toute façon bien surveillé, bien encadré par l'équipe de Thomas Bailey, qui est, comme je vous l'ai dit, un ancien champion et qui est là pour veiller à ce que tout se passe très bien.
Et l'entrée est gratuite ou quels sont les tarifs? Alors non, il y a des tarifs bien sûr qu'on peut retrouver sur le site de la mairie, hein, parce qu'en fonction des âges, en fonction de l'activité que l'on veut pratiquer, en gros le système c'est qu'on a des demi-heures de pratique, hein, et qui sont proposées voilà, selon les âges et sauf la tyrolienne qui elle a une tarification différenciée des autres, parce que là c'est un passage. En ce qui concerne bien sûr l'accès, oui bien sûr c'est ouvert à tous, c'est libre d'accès. On peut bien entendu rentrer dans le village des sports gratuitement, c'est uniquement les activités qui sont payantes. Très bien. Et on rappelle les dates, le village est accessible jusqu'au dimanche 5 janvier. Il fermera en même temps que le village de Noël. D'ailleurs, un petit bilan d'affluence pour le village de Noël à mi-chemin. Extraordinaire, je ne sais pas si c'est trop fort comme mot, mais depuis l'ouverture, ça ne désemplit pas. Et surtout la satisfaction des gens de retrouver ce magnifique village de Noël, si bien agencé. Et puis les commerçants, tout le monde joue le jeu. Honnêtement, on a une très très forte affluence, mais toujours dans un bon esprit, avec bien entendu la sécurité nécessaire, hein. Vous savez que le village de Noël à Monaco est sécurisé. Et ça rassure quand même, on vient en famille, il y a aucun souci, mais ça garde quand même un esprit plus familial que ouvert aux 4 vents. C'est quand même un atout pour Monaco. Et évidemment, le décor, les commerçants et les manèges pour les enfants sont très appréciés. Deux petites précisions au niveau horaire. C'est ouvert tous les jours de 11h à 19h30. La tyrolienne, elle, qui sera éclairée, et ça va être magique, elle reste ouverte jusqu'à 22h30 et il y a 2 journées exceptionnelles, le 24 et 31, et là c'est des horaires un petit peu particuliers, je dirais plutôt rallongés, et là vous trouvez ça bien entendu sur le site de la mairie, vous avez toutes les infos, tarifs, horaires, et maintenant c'est à vous, venez essayer. Très bien, c'est noté, merci infiniment. Merci à vous et bonne fête à tout le monde. Un mot de basket à présent. Après 3 victoires consécutives, la Roca Team est tombée de sa place de leader d'Euroleague hier soir sur le parquet du Real Madrid. Score final 94-72. Prochain match pour les Rouges et Blancs demain en championnat de France face à Limoges. C'est à 20h30. En bref, toujours, l'ASBM a dévoilé le nouveau nom de l'hôtel acquis par le groupe il y a un an à Courchevel. Le Palace des Neiges s'appellera le Monte Carlo One Courchevel. Cette appellation évoque la dimension contemporaine de la place du casino incarnée par le récent ensemble du One Monte Carlo. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là en termes de développement et indique qu'il s'agit de la première déclinaison de sa marque internationale Monte Carlo One Hôtel et Résidence. Pour ce qui est de Courchevel, l'ouverture du Palace est annoncée pour la saison hivernale 2026-2027. On poursuit en musique avec le Camel Power Club. Ce groupe d'électropop formé par le couple Léo et Léa était l'invité du Grimaldi Forum hier dans le cadre des Thursday Live, une soirée organisée un jeudi par mois. Reportage de Fabien Bonilla, Jean-Alexandre Dordet, Alex Avial, Olivier Bonillo et Clélia Renaud. I'm a wicked man on a wasted land. Le Camel Power Club a proposé jeudi soir son style électropop avec quelques consonances de folk rêveuses et parfois spatiales. Le groupe Camel Power Club est un duo formé par le couple Léo et Léa, Léa et Léo, l'un à la guitare et l'autre au clavier. En fond, uniquement pour les concerts, un batteur. Monaco était une première pour eux, tout comme de jouer sur scène avec ce batteur, ils ne se produisent habituellement que tous les deux. Du coup, avant, je jouais qu'à 2. Ouais. Et on a fait 2 tournées comme ça et on en souffrait un peu d'être que 2. Ça manquait un peu de vie, donc on avait vraiment envie de rajouter un batteur. Ce n'était pas facile à trouver, la bonne personne et tout. Et là, il a sent du rythme, ça va ? Ça va à peu près. Donc on est content, on a de la chance, parce qu'il a très bon caractère déjà. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas des musiciens. Ce groupe tout droit venu de Bordeaux cartonne sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Amazon et autres, avec des millions et des millions d'écoutes. Après Monaco, le Camel Power Club s'en est allé pour d'autres horizons avec de beaux projets pour la rentrée. La sortie d'album pour tout bientôt, le 7 mars. Ouais. Donc il nous reste un dernier single le 22 janvier. Ensuite l'album le 7 mars et puis début avril on s'envole au Mexique pour jouer dans un gros festival. Un gros festival, ouais, Pal Norte à Monterrey et à Mexico également. Puis ensuite Turquie et à peu près toute l'Europe au mois de mai, juin. En finissant par Paris à la Maroquinerie qui est déjà complète.
Et vous retrouverez une partie du live du Kamel Power Club dans l'émission Backstage qui sera diffusée samedi 4 janvier à 21 h. À noter également la prochaine date pour les Thursday Live au Grimaldi Forum le jeudi 20 février. Au programme du Heavy Rock avec le groupe Dead Chic. Quel temps fera-t-il demain? Pour le savoir, nous accueillons tout de suite Chrisinda Petit-Ommel. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Eh bien, demain, la journée sera belle. Quelques passages nuageux le matin, mais rien de bien méchant. L'après-midi, le soleil brillera de mille feux. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. Et puis, sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Pierres. Merci Chrisinda, ce journal touche à sa fin, mais restez bien avec nous pour l'après-JT. Cette semaine, il est consacré au Rugby Exchange. L'équipe de rugby à 7 des moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby s'est rendue à Dubaï et l'une de nos équipes les a suivis dans ce voyage. Un long format à suivre dans un instant. En attendant, voici les sourires des enfants qui ont été reçus en cette fin d'après-midi en la résidence du ministre d'État Didier Guillaume pour l'arbre de Noël. Les clichés sont de Manuel Vitali. A tout de suite.